Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il est advenu des mitrailleurs de la MG42 qui ont fini par se rendre après avoir fauché littéralement des milliers de soldats alliés sur des plages à découvert? Nous allons vous raconter ce qui leur est arrivé, ainsi que les histoires moins connues de la plus grande opération militaire de l'histoire humaine. Alors, plantons d'abord le décor. Lorsque la MG42 est apparue pour la première fois en 1942, elle est rapidement devenue la mitrailleuse de référence des troupes allemandes. Elle les a accompagnés depuis l'Afrique du Nord jusqu'au front de l'Est et dans presque chaque position défensive qu'ils tenaient. Et nous avons tous entendu les histoires de la tondeuse à gazon d'Hitler, le son terrifiant et la cadence de tir insensée, son efficacité et sa fiabilité en ont fait un élément central de nombreux récits de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour répéter les mêmes caractéristiques techniques et surnoms, nous allons examiner ce que cela signifiait d'être derrière l'une de ces armes et ce qui attendait finalement les hommes qui ont appuyé sur la détente le jour J. Les commandants allemands estimaient que la meilleure façon d'arrêter une invasion était de l'écraser avant qu'elle ne quitte l'eau. Ils ont donc construit des positions fortifiées, connues sous le nom de Widerstandsnester ou nid de résistance, tout le long de la côte. Ils étaient placés avec soin afin que chacun puisse couvrir les autres avec des tirs croisés de canons et de mitrailleuses. Sur la plage d'Omaha seule, il y avait 15 de ces points fortifiés, dont beaucoup étaient positionnés pour tirer sur toute la longueur du rivage. Ainsi, tout soldat qui échappait à la ligne de tir d'une arme courait droit dans celle d'une autre. Une MG42 standard était servie par un équipage de 3 personnes composé d'un tireur, d'un assistant tireur chargé d'alimenter les bandes de munitions neuves et de changer les canons lorsqu'ils surchauffaient, et d'un troisième homme transportant des munitions supplémentaires. Beaucoup avaient une expérience du combat acquise lors de campagnes précédentes, mais en 1944, certains équipages étaient composés de jeunes remplaçants qui n'avaient jamais connu un vrai combat. Cependant, quel que soit leur parcours, leur mission à ce poste était claire, et au matin du jour J, cette mission se résumait à une seule chose, continuer à tirer jusqu'à ce que la plage soit dégagée ou mourir derrière l'arme en essayant. Ce que la plupart d'entre eux ne réalisaient pas, cependant, c'est que l'arme même qui les rendait si redoutés ferait aussi d'eux des cibles prioritaires. Sachant ce qui les attendait, les planificateurs alliés se préparèrent en cartographiant le littoral et en repérant les points fortifiés et les emplacements d'armes dissimulés dans les falaises. Les officiers de renseignement identifièrent de nombreux nids de résistance par numéro et emplacement, et le plan était très bien conçu sur le papier. Les bombardiers et l'artillerie navale devaient anéantir les fortifications, et les troupes débarquées nettoieraient ce qui restait. Cependant, en réalité, bon nombre de ces armes tiraient encore lorsque les rampes se sont abaissées. Le bombardement naval ce matin-là fut massif. Des cuirassés, des croiseurs et des destroyers ouvrirent le feu avant l'aube, pilonnant l'ensemble du littoral bordé de fortifications connues. Des milliers d'obus martelèrent les plages et les falaises. Cependant, les bunkers en béton armé résistèrent même aux tirs d'artillerie directe, si bien que de nombreux nids survécurent pratiquement intacts. Les soldats allemands à l'intérieur savaient que quelque chose de grand se passait. Et quand ils jetèrent enfin un coup d'œil à l'extérieur, un spectacle impressionnant s'offrit à eux. Des centaines de péniches de débarquement alliés s'approchant des plages. Tandis que les Britanniques et les Canadiens disposaient de chars spéciaux appelés les drôleries de Hobart, les aidant à dégager et détruire les bunkers ayant survécu au bombardement initial, les Américains eurent d'horribles problèmes avec leurs blindés censés soutenir les troupes au sol sur la plage d'Omaha. Leur solution devait être les chars à double propulsion. Mais sur 32 lancés dans la première vague, 27 coulèrent et seuls 5 atteignirent la plage. Parmi ceux-ci, seulement 3 étaient encore en état de combattre. Et même ceux-là furent rapidement mis hors de combat, transformant la lutte pour réduire au silence les nids de mitrailleuses survivants en un véritable bain de sang. Et vous pouvez deviner quelles étaient les chances de survie des deux côtés. Et les scènes, une fois que ces armes ouvrirent le feu, furent si bouleversantes qu'on en parle encore aujourd'hui. Ce qui augmenta considérablement l'efficacité des équipages de MG allemands, ce furent les tactiques qu'ils appliquaient. L'une des plus courantes était ce qu'ils appelaient tondre l'herbe, où ils visaient souvent bas pour toucher les jambes et faire tomber les soldats. Les blessés attiraient alors les infirmiers et les camarades essayant de les aider, ce qui signifiait plus de cibles pour le tireur et plus de pertes pour l'ennemi.
Différents types de ruses étaient utilisés, et étonnamment, beaucoup d'entre elles fonctionnaient. Par exemple, une arme pouvait tirer des balles traçantes en hauteur, donnant l'impression que les tirs étaient mal ajustés, tandis qu'une autre arme dissimulée tirait à la hauteur réelle de destruction. C'était une tactique simple, mais elle trompa suffisamment de soldats pour les faire tuer, et elle en surprit bon nombre. Une fois que les premières vagues touchèrent la plage, les plans théoriques s'effondrèrent et les pertes s'accumulèrent rapidement. De petits groupes de soldats commencèrent à agir de leur propre initiative, utilisant tout abri qu'ils pouvaient trouver. Sur une plage à découvert, cependant, les options étaient très limitées, et les pièges à chars, les trous d'obus et même les morts en faisaient partie. L'entraînement allié les avait avertis d'attaquer pendant les brèves pauses de la MG-42 pour le rechargement ou le changement de canon, et certains officiers criaient à leurs hommes de sprinter en avant pendant ces quelques précieuses secondes. Un sergent rassembla une petite équipe et un bazooka pour s'attaquer au WN-61, un point fortifié qui déversait son feu sur le sable. Ils détruisirent d'abord un canon anti-char de 50 mm qui soutenait les mitrailleuses, puis progressèrent pour réduire au silence les mitrailleurs de la MG-42 un par un. Dans les combats rapprochés autour des bunkers, ils tuèrent 7 défenseurs et détruisirent 2 positions d'armes, tout en ne perdant qu'un seul homme et en ayant un blessé dans le processus. Cette seule action soulagea la pression sur cette partie de la plage et ouvrit un chemin vers l'intérieur des terres. Cependant, sur toute la plage d'Omaha, des rangers, des sapeurs et des fantassins progressèrent centimètre par centimètre sous le feu pendant des heures, essayant désespérément d'atteindre les bunkers. À Dog White, des rangers prirent d'assaut un point fortifié sous couvert de fumée et réduisirent ses armes au silence. Tandis que sur le secteur Easy Red de la plage d'Omaha, des sapeurs dégagèrent les obstacles et ouvrirent un passage permettant aux troupes de gravir les falaises et de prendre à revers les mitrailleurs qui les avaient cloués au sol pendant des heures. Mais atteindre un bunker de mitrailleuses n'était que la moitié du travail, et le vrai combat se jouait dans les secondes qui suivaient. Quand les équipes d'assaut atteignaient enfin un nid de MG-42, elles lançaient des grenades et des charges de démolition pour les réduire au silence, puis abattaient les survivants. Une fois suffisamment proches, quelques lance-flammes brûlaient les bunkers et neutralisaient le nid. Après avoir finalement percé et pris le contrôle de la plage, certains mitrailleurs allemands, blessés ou à court de munitions, se rendirent enfin. Mais ayant causé tant de pertes aux Alliés, et avec l'adrénaline à son comble, la reddition de chacun ne fut pas acceptée. En début d'après-midi, la situation avait basculé. Des poches d'infanterie et de sapeurs américains avaient combattu jusqu'aux falaises et neutralisé ou contourné les nids restants. Un rapport d'après-action d'Omaha indiquait que les hauteurs avaient été prises uniquement grâce à l'héroïsme pur et intrépide de l'infanterie et de ses sapeurs, après que le bombardement préalable au débarquement eut échoué. Une fois les MG-42 neutralisés, le changement fut immédiat. Les sorties de plage étant ouvertes, les blindés et les renforts purent enfin progresser vers l'intérieur des terres, et la ligne allemande perdit la puissance de feu dont elle dépendait le plus. Les positions sécurisées isolées furent reliées entre elles et l'invasion avança. Les équipages de MG-42 allemands continuèrent à combattre dans le bocage normand, mais plus jamais dans des positions aussi concentrées et plus jamais avec la possibilité d'arrêter l'avancée alliée en une seule journée. Le 6 juin, la MG-42 avait fait tout ce qu'elle pouvait, et les histoires bouleversantes de jeunes hommes des deux côtés, pris dans l'une des matinées les plus meurtrières de l'histoire, resteront gravées à jamais. Pour l'infanterie alliée, affronter une MG-42 était une horreur absolue. Beaucoup de soldats de la première vague sortaient tout juste de l'entraînement et n'avaient jamais essuyé de vrais tirs. Bien avant d'apercevoir la plage, ils pouvaient déjà entendre le crépitement caractéristique de l'arme. Un son continu et déchirant que certains comparaient au bruit d'une toile qu'on déchire ou d'une tronçonneuse coupant du bois. Des vétérans admirent plus tard que le son seul pouvait vous glacer le sang, vous laissant figé sur place comme un cerf pris dans les phares. Quand les rampes des péniches de débarquement s'abaissèrent, l'instinct était de se jeter sur le sable et d'y rester. Un chef de section américain se souvint avoir hurlé à ses hommes de continuer à avancer s'ils voulaient vivre, ce qui était le seul moyen de les sortir de la paralysie sous une pluie de balles. Mais sur ce large rivage à découvert, chaque homme savait qu'il était totalement exposé à un feu nourri.
L'infirmier militaire Ray Lambert se souvint plus tard comment les balles tranchaient l'eau et frappaient des hommes qui luttaient déjà dans les vagues. Et certaines unités atteignirent à peine le rivage. Au secteur Dobb Green, une compagnie subit près de 90% de pertes en quelques minutes. Et pourtant, au milieu du chaos, les hommes continuaient d'avancer, certains par obéissance aux ordres, certains par devoir, et certains simplement parce que s'arrêter signifiait mourir là où ils gisaient. De l'autre côté de ces canons, la vue était très différente, mais pas moins terrifiante. Pour les mitrailleurs allemands, la matinée commença dans l'obscurité. Au point fortifié WN-62, au-dessus de la plage d'Omaha, Heinrich Severloh, 20 ans, fut réveillé par l'alarme. L'invasion avait commencé. À l'aube, il était dans sa position de tir, préparé avec une MG-42, regardant la mer face à un spectacle qu'il décrivit plus tard comme irréel. Des centaines de navires et des milliers d'hommes se dirigeant droit sur lui. Quand les premières péniches de débarquement furent à portée, Severloh ouvrit le feu. Pendant les 9 heures suivantes, il déversa bande après bande sur les vagues de soldats qui avançaient, avec près de 12 000 cartouches tirées au total. Son assistant tireur avait disparu, le laissant servir l'arme seul, et autour de lui, ses camarades étaient tués un par un. Severloh dit que cela semblait impossible, car peu importe combien il en abattait, d'autres continuaient d'arriver. En début d'après-midi, alors que la position s'effondrait et ses munitions épuisées, il saisit un fusil et s'enfuit. Cette retraite se transforma en une course pour la survie à travers les cratères d'obus et les haies jusqu'à la tombée de la nuit. Le lendemain matin, encerclé par les troupes américaines, il se rendit, mais prit soin de ne pas révéler qu'il avait été l'un des mitrailleurs responsables de tant de morts sur la plage. Cependant, tous les mitrailleurs n'eurent pas cette chance, car beaucoup furent tués dans leurs bunkers, et ceux capturés vivants furent souvent stupéfaits d'être épargnés, étant donné la férocité des combats et les pertes qu'ils avaient causées. Et tous n'eurent pas cette chance. Pour les deux camps, l'expérience laissa des cicatrices profondes. Les vétérans alliés parlaient de n'avoir jamais oublié le feu de la MG-42 et les vétérans allemands parlaient des moments et des visages qui restèrent gravés en eux longtemps après la guerre. Bien que réussie, la neutralisation d'une position de MG-42 n'était pas une manœuvre propre et théorique. Cela signifiait généralement s'approcher dangereusement, souvent à quelques mètres, et tout cela sous un feu nourri. Chaque pas en avant était un pari que le tireur ne les repérerait pas, avec leur vie et tous les efforts déployés jusque-là en jeu. Plus d'un homme fut tué à seulement quelques mètres de sa cible, quelques secondes avant de pouvoir frapper. Et une fois le combat à l'intérieur du bunker, il était court, brutal et généralement terminé en un clin d'œil. Pour les hommes derrière les mitrailleuses, ces moments étaient le cauchemar qu'ils redoutaient depuis le début de l'invasion. Une fois que les Alliés avaient percé, vous étiez piégés car les meurtrières qui vous protégeaient de face vous enfermaient également. Vos options étaient de tenir jusqu'à être submergés ou d'essayer de vous rendre, et aucune n'était rassurante. Les équipages de Mitre G42 savaient qu'ils étaient considérés comme des cibles prioritaires. La destruction qu'ils causaient faisait d'eux les plus détestés sur le champ de bataille, et beaucoup craignaient ce qui pourrait arriver si les assaillants les atteignaient en premier. La plupart des soldats alliés respectaient les règles de la Convention de Genève de 1929, faisant des prisonniers comme requis. Mais il existe des témoignages de mitrailleurs capturés, abattus sur place, par des hommes qui venaient de perdre des amis sous leur feu. Il était difficile de rester, entre guillemets, professionnel envers quelqu'un qui venait de causer la mort de tous vos amis quelques instants avant que vous ne le capturiez. Cette incertitude pesait sur chaque décision dans ces dernières minutes. Et tous les mitrailleurs allemands n'étaient pas des nazis convaincus ou des vétérans. Certains étaient des conscrits d'Europe de l'Est, enrôlés de force et combattant davantage par peur de leurs propres officiers que par loyauté envers Hitler. Dans certains cas, ces hommes se rendirent rapidement une fois la position désespérée. D'autres continuèrent à se battre, peut-être par désespoir ou par conviction que la reddition ne les sauverait pas. Quoi qu'il en soit, la tension mentale d'être un mitrailleur de MG-42 était immense. On pouvait entendre les assaillants se rapprocher, le martèlement des bottes sur le sol au-dessus de soi, en attendant simplement qu'une grenade soit lancée à l'intérieur. Et quand cette fin arrivait,
Ce n'était pas toujours le soulagement que les mitrailleurs avaient espéré, comme beaucoup allaient le découvrir dans les derniers moments désespérés des batailles sur les plages du jour J. Croyez-le ou non, parfois être tué était la meilleure option, car il existe même des rapports de représailles isolés pendant la campagne de Normandie, où des équipages de MG capturés subirent des vengeances pour la raison dont nous avons parlé. Des incidents comme ceux-ci furent rarement documentés, peut-être pour éviter d'attirer l'attention du public sur des violations flagrantes des règles de la guerre, et furent éclipsés par une immense victoire alliée qui ouvrit un nouveau front en Europe qui finirait par mettre fin à la guerre. Et vous ne pouvez qu'imaginer ce dont les soldats n'avaient même pas le droit de parler. Pour beaucoup de mitrailleurs de MG42 qui survécurent au jour J, la fin de la guerre n'effaça pas les souvenirs de ce matin-là. Certains, comme Heinrich Severlo que nous avons mentionné, rentrèrent chez eux dans des fermes ou des villes qui semblaient inchangées, mais portaient une guerre qu'ils ne pouvaient pas déposer. Severlo parla peu de la plage d'Omaha pendant des décennies, mais le poids ne le quitta jamais. Des années plus tard, il contacta les familles de camarades tombés au combat et rencontra même David Silva, un vétéran américain qui l'avait blessé. Les deux hommes, qui avaient autrefois essayé de s'entretuer, s'assirent ensemble et parlèrent. C'était une rencontre qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer en 1944. Et pour Severlo, ce fut une petite mesure de paix. Beaucoup d'autres vétérans allemands menèrent des vies tranquilles, mentionnant rarement la MG42 en dehors de conversations avec d'anciens soldats. Pour eux, l'arme était à la fois un sujet de fierté professionnelle et une source de culpabilité intime. Pour les survivants, la MG42 restait dans les mémoires comme une force de la nature, une furie qu'on n'oubliait jamais. Dans les mémoires, quand un vétéran écrivait qu'une mitrailleuse avait ouvert le feu, le plus souvent, il parlait de la MG42. Des films comme Le jour le plus long et Il faut sauver le soldat Ryan ont transmis son son dit de scie circulaire aux nouvelles générations, tandis que les bunkers en Normandie se dressent encore comme des rappels silencieux de sa puissance et des cicatrices qu'elle a laissées des deux côtés.